Bonjour à tous, mon nom est Martin Noël et au nom de la Bourse de Montréal, il me fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui pour vous présenter ce webinaire intitulé La négociation des options, les erreurs à éviter. Avant de commencer notre petit avis de non-responsabilité, le présent webinaire est à titre de formation et d'information et rien ne saurait être interprété comme étant des recommandations pour acheter ou vendre toute valeur mobilière. Il est fortement recommandé de consulter vos conseillers fiscaux et financiers avant de faire toute transaction sur les valeurs mobilières. Aujourd'hui, dans le cadre de ce webinaire, nous allons voir l'importance d'avoir un plan et nous allons ensuite explorer les erreurs à éviter, entre autres les sujets traitant de l'évaluation des actions sous-jacentes, la date de publication des résultats financiers, la date du dividende, le choix de la date d'échéance, la surprotection, l'utilisation téméraire de l'effet de levier et finalement les ordres au marché. Commençons tout de suite avec le plan. Le plan, c'est le nerf de la guerre. Lorsqu'on négocie, que ce soit des options ou des actions, il est important d'avoir un plan, de savoir où on s'en va. Un proverbe qui dit, un vieil adage qui dit que si tu ne sais pas où tu t'en vas, tu risques de te retrouver ailleurs. Et ça, c'est de Yogi Berra, le célèbre joueur de baseball et entraîneur américain. Donc, c'est bien sûr, c'est toujours agréable de partir à l'improviste lorsqu'on va en voyage, mais à la bourse, ce n'est pas une très bonne idée. Vous serez d'accord avec moi. Vaut mieux savoir ce qu'on va faire que d'improviser sur le coup de l'émotion. Donc, le plan va être un pare-feu entre nos émotions et les décisions qu'on va prendre. Donc, le plan va tout simplement nous aider à prévoir nos réactions lors des mauvais coups que nous allons inévitablement subir tout au long de notre aventure. C'est indéniable qu'éventuellement, on va faire face à des situations difficiles et le fait d'avoir un plan va nous permettre de rester alignés sur l'objectif. C'est bien important. Donc, le plan se décline en 3 points essentiels. Tout d'abord, l'analyse, soit la prise de décision. C'est à cette étape qu'on va définir ce qu'on veut faire pour la suite des choses. Ensuite, la gestion du capital et la gestion du risque. Les 2 derniers points sont essentiels, sont primordiaux. On peut avoir la meilleure analyse en ville, mais si on n'a pas une bonne gestion du capital et du risque, on est assuré d'échouer. Donc, on ne peut pas avoir seulement un des 3 points essentiels du plan. Il faut que les 3 points soient présents dans notre plan. Donc, il ne faut pas oublier une chose, c'est que le capital, c'est notre outil de travail. Donc, les outils du mécanicien, donc, lui servent à opérer, donc sert à accomplir sa tâche. Nous, dans l'investissement, c'est le capital et donc il faut préserver ce capital-là. Donc, il y avait un vieil adage sur le parquet qu'on répétait souvent. On disait souvent, il faut s'arranger pour être encore là demain. Et donc, ça veut dire qu'il faut avoir encore du capital, encore des munitions pour pouvoir saisir les opportunités qui vont se présenter. Donc, la gestion du risque implique qu'on va savoir quand prendre sa perte, alors que la gestion du capital fait référence au capital disponible qu'on mettra à risque pour de nouvelles positions. Il est très, très, très important de moduler nos positions en fonction du capital disponible. Donc, tout ça, c'est un plan intégré. On ne peut pas privilégier un par rapport à l'autre. Tous les points sont importants. Donc, au niveau de l'analyse, elle fait partie du plan. C'est la partie qui est liée à la prise de décision. C'est là qu'on décide de la stratégie qu'on va utiliser, tout simplement. Mais surtout, c'est dans cette partie qu'on va choisir les titres qui feront partie de notre portefeuille. La sélection des titres est souvent négligée. Lorsqu'on fait des options, on a tendance à négliger cet aspect en se disant, bon, peu importe ce que je veux, c'est un titre qui bouge, c'est un titre je vais garder seulement le prix de l'action. Mais il ne faut pas oublier une chose, c'est que lorsqu'on utilise des options, il y a toujours une possibilité qu'on exerce ou qu'on soit assigné et qu'on se retrouve en possession de la valeur sous-jacente. Et si on n'est pas intégré
l'actif sous-jacent dans le portefeuille, il faut l'avoir choisi au préalable. Et la sélection des titres, c'est quelque chose qu'on doit porter une attention particulière et on ne peut pas négliger cet aspect-là. Donc, c'est aussi important de choisir les titres que de choisir la stratégie qu'on va mettre en place. Au niveau de la gestion du capital, eh bien, ça fait référence au capital que nous sommes prêts à mettre en jeu sur une transaction, soit sur une transaction, sur un signal d'achat ou de vente en particulier, ou sur une stratégie en particulier. On doit ensuite ajuster nos positions en fonction du capital disponible, comme on l'a déjà mentionné. On va augmenter ou réduire la taille de nos positions en fonction du capital disponible. Donc, tout ça, ce n'est pas statique, c'est vivant, ça fluctue. Et donc, les positions vont s'ajuster en fonction du capital qu'on aura de disponible. C'est extrêmement important d'avoir une bonne gestion du capital si on veut éviter ce qu'on appelle le risque de ruine. Alors, qu'est-ce que c'est que le risque de ruine? C'est le risque de tout perdre sur une seule transaction. Donc, par exemple, si on prend la foudre, eh bien, s'il n'y avait qu'une seule façon de mourir sur Terre et que ce soit d'être frappé par la foudre, eh bien, même si les probabilités sont extrêmement faibles d'être frappé directement par la foudre, eh bien, on finirait tous par mourir éventuellement, mais ça prendrait sûrement des milliers d'années, mais on finirait tous par être frappés par la foudre. Donc, le fait, petite probabilité de tout perdre, eh bien, il ne faut pas négliger cet aspect-là. Il faut réduire la possibilité que nous puissions perdre tout notre capital ou être exposés à ce risque de ruine-là. Donc, c'est pour ça qu'on va essayer de diversifier, de répartir notre capital sur plusieurs stratégies, plusieurs transactions. Donc, il ne faudra pas sous-estimer ce qui peut nous apparaître comme étant de très faibles probabilités d'occurrence, au contraire. Donc, on a beau dire que les probabilités de gagner à la loterie sont faibles, mais on voit régulièrement des gens qui gagnent le gros lot. Donc, ça, c'est fort possible. Les choses se produisent. Donc, on peut avoir une méthode ayant un taux de réussite de 98 mais s'il est possible de tout perdre, lorsqu'on tombe dans le 2 de perte, alors on peut être assuré de tout perdre si on remet constamment 100 du capital en jeu à chaque fois. Donc, alors, pour éviter ce risque de ruine-là, on va répartir notre capital sur plusieurs transactions ou stratégies différentes. On appliquera alors le principe de diversification qui est reconnu en finance. La gestion de risque maintenant. Donc, au niveau de la gestion du risque, permettez-moi de vous citer un des grands négociateurs contemporains aux États-Unis qui s'appelle Paul Tudor Jones. Il dit « Toute mon attention est toujours portée sur la perte potentielle et non sur le gain potentiel. Ne visez pas à faire de l'argent, mais concentrez-vous plutôt à ne pas en perdre. » Et donc, c'est un point important. La gestion du risque fait encore appel à ce qu'on dit d'être là le lendemain, donc encore avoir du capital, mais pour avoir du capital, il faut bien gérer le risque et tout ça fait partie d'un tout. Il faut mesurer ces risques-là, s'assurer qu'on ne perdra pas tout notre capital et qu'on va mettre en place des points de sortie pour justement limiter ces pertes potentielles-là. Donc, pour Paul Tudor Jones, la gestion du risque est l'aspect le plus important du trading. Il y a un lien direct entre le potentiel de gain et le potentiel de perte. Par exemple, si on vise un rendement de 25 sur une transaction donnée, eh bien, il nous faut un niveau de perte qui sera en lien avec ce gain potentiel. Donc, si on vise faire 25 mais il faut aussi se mettre une limite à la perte qu'on est prêt à subir. Donc, tout ça, il y a un lien. Les gains sont proportionnels au risque. Mais en fait, ce qu'on veut, c'est un potentiel de gain qui soit de beaucoup supérieur au risque qu'on va prendre pour pouvoir éventuellement sortir gagnant des transactions qu'on va mettre en place. Donc, dépendamment de notre taux de réussite, on pourra accepter une perte plus ou moins importante. Donc, si on fait une règle du pouce, habituellement, on n'acceptera pas de perdre ou de prendre une perte plus élevée que 12 à 13 ce qui correspond à la moitié du gain potentiel. Ici, on parle d'un gain de 25 à ce moment-là, on n'accepterait pas de perdre plus de 12 à 13 Donc, on parle de 2 fois plus de gain potentiel que la perte. Idéalement, on visera un gain de 3 pour 1. C'est ce qu'on veut essayer pour mettre les chances d'un côté, essayons de viser du 3 pour 1.
Et donc, pour un gain de 25 on sera prêt à prendre une perte de 8 Mais ce qui va être important, c'est justement, lorsqu'on va toucher cette perte-là, d'être très rigide et de la prendre. Donc, ça va nous donner une certaine marge de manœuvre. On va laisser aller le marché vers notre objectif, mais on va couper les pertes à un niveau ici correspondant à 8 par exemple. Ensuite, on va gérer cette perte en fonction du profit de la position et donc on va ajuster. Plus on va faire des profits, eh bien, on va ajuster le niveau de sortie de la position pour s'assurer d'engendrer un profit lorsqu'on sortira de la position et pour s'assurer qu'une fois que la position elle est gagnante, elle ne redeviendra pas perdante. Donc, c'est un des objectifs de la gestion du risque. Donc, c'est essentiel au niveau du plan d'avoir quelque chose de solide qu'on mettra en place. Il faut éviter de réagir émotionnellement ou émotivement lorsque des événements se produisent et d'improviser. Le plan est là pour nous guider. On aura notre feuille de route bien établie et ça nous évitera justement de dévier et d'improviser en cours de route. Maintenant, allons voir du côté des erreurs à éviter. Donc, j'ai réparti certaines erreurs ou certains thèmes sous le plan que je viens de vous décrire, donc sous la partie analyse, gestion du risque et gestion du capital. Donc, un des thèmes qu'on va aborder, l'évaluation des actions sous-jacentes, un des points qu'on oublie ou on néglige souvent. Ensuite, au niveau de la gestion du risque, la date de publication des résultats financiers, la date du dividende, le choix de l'échéance, la surprotection et les ordres au marché font partie de cette gestion du risque. Et au niveau de la gestion du capital, l'utilisation téméraire de l'effet de levier, c'est-à-dire la concentration du capital dans une seule position, par exemple. Donc, ce sont des erreurs qu'il ne faut pas faire. Et donc, on va aborder ces thèmes-là dès maintenant. Abordons l'évaluation des actions sous-jacentes. Donc, tout d'abord, précisons qu'à la Bourse de Montréal, il y a plus de 300 titres sous option. Si vous voulez avoir un aperçu, vous pouvez aller sur le site de la Bourse de Montréal à l'adresse que vous voyez à l'écran et consulter la liste de tous les titres sous lesquels il y a des options. Ce n'est pas parce que les options sont inscrites sur des titres que ça valide la qualité de ces titres-là. Au contraire, c'est-à-dire que chacun des titres doit être évalué et on doit les sélectionner selon des critères qui correspondent à nos besoins. Bien important. Donc, la sélection des titres nous appartient et on ne choisit pas des options, une stratégie, et ensuite trouver le titre qui va peut-être nous donner le profit maximal. Ce n'est pas le profit maximal qui doit être notre objectif, c'est plutôt le processus. On va mettre en place des stratégies sur des titres qui se qualifient comme faisant partie comme étant des titres de qualité sur lesquels on serait prêt à avoir dans notre portefeuille, à les intégrer dans notre portefeuille. Puisqu'il y a toujours cette possibilité qu'éventuellement, on achète, on soit forcé d'acheter le titre ou qu'on exerce et qu'on prenne possession des actions sous-jacentes. Et donc, il est préférable, essentiel même, d'avoir une liste de titres sur lesquels on est confiant, on est prêt à les intégrer dans notre portefeuille. Non, les 300 titres ne sont pas tous des titres de qualité. Donc, on va évaluer le fondamental du titre pour départager le bon grain de livret. Ensuite, parmi les bons titres, on pourra choisir des titres qui se qualifient, par exemple, au niveau technique. Donc, avec l'analyse technique, on est en mesure d'établir la tendance observée, on est en mesure d'observer si la tendance elle est haussière ou baissière. Est-ce qu'on est en essoufflement, en fin de tendance sur le titre? Ce sont des outils, l'analyse technique nous permet d'analyser et selon toute probabilité, que nous sommes dans un certain type d'environnement pour le titre en particulier et ça peut nous orienter ensuite sur la stratégie qu'on va appliquer. Donc, choisir des titres qu'on voudrait garder dans notre portefeuille, c'est essentiel. Donc, cet aspect-là, il ne faut pas le négliger. Il est trop souvent négligé. Les investisseurs
auxquels je communique régulièrement, avec lesquels je communique régulièrement, ce sont des erreurs qui sont faites. Et je les ai faites moi-même, ces erreurs-là. C'est l'expérience qui fait en sorte qu'on est en mesure de cibler, de déterminer les éléments importants à prendre en considération. C'est la somme de toutes nos erreurs passées qui nous permet justement d'établir que oui, ça me prend un plan. Lorsqu'on négocie de manière émotive, on prend le dernier titre du jour et on veut finalement mettre des stratégies sans savoir, sans avoir analysé si cette entreprise-là, on est prêt à la garder pendant un certain temps dans notre portefeuille. C'est un aspect auquel il faut vraiment apporter une attention particulière. Donc, je mets l'emphase sur cet aspect-là parce que c'est l'élément le premier qu'on traite, mais c'est aussi l'élément le plus important, c'est de choisir une liste de titres sur lesquels on est prêt. Et ensuite, on n'a plus à se poser la question. Une fois qu'on a fait notre analyse, périodiquement, on peut revenir sur ces titres-là. Mais quand les titres se qualifient, on les ajoute et on enlève ceux qui se disqualifient et on met notre liste à jour. Mais ensuite, on se concentre sur l'analyse technique, par exemple. Donc, voilà pour cet aspect-là des erreurs à éviter ou des points importants à prendre en considération. Maintenant, au niveau de la date des résultats financiers, ça, c'est aussi un aspect qu'on a tendance à négliger, à omettre dans notre analyse. Parce que c'est un événement qui peut apporter des soubresauts dans la négociation du titre sur lequel on va faire une stratégie. Donc, par exemple, ce qu'on voit à l'écran, ce sont les résultats financiers là, qui ont été publiés sur Alimentation Couche-Tard le 20 mars 2018. Donc, lorsqu'on met en place une stratégie d'option, il est important de savoir si un résultat financier sera publié durant la vie des options faisant partie de notre stratégie. C'est un des aspects à prendre en considération. Ça ne veut pas dire qu'il faille éviter de mettre en place des stratégies lorsqu'on est près d'une date de publication des résultats financiers. Mais ça veut dire qu'il est important de savoir s'il y aura une publication pour qu'on puisse en tenir compte dans la gestion de notre position. Lorsqu'on va arriver près de la date de publication du résultat financier, eh bien, on va à ce moment-là évaluer notre stratégie. Est-ce qu'elle est déjà gagnante? Est-ce qu'elle est perdante? Quels sont les risques? Si on est prêt à demeurer dans la stratégie ou non, mais au moins on prendra une décision éclairée à cet égard. Donc, la publication des résultats financiers donne souvent lieu à de fortes fluctuations qui peuvent être profitables, mais avoir un impact négatif également. Donc, sur le graphique qu'on voit, les résultats financiers ont été publiés le 20 mars dernier. Et comme on peut le constater, le marché a très mal réagi en chutant de plus de 6 et le titre est en baisse de près de 20 depuis. Donc, il est recommandé de réévaluer notre position lorsqu'on arrive justement près de la date de publication afin de déterminer consciemment si nous sommes toujours prêts à conserver la position. Et donc, c'est une décision, on ne se ferme pas les yeux, on sait qu'il y aura une publication et donc, à ce moment-là, on sera prêt à subir soit le profit ou la perte. On va réaliser le profit, on va subir la perte. Donc, lorsqu'on arrive près d'une date de publication, il est possible de mettre en place des stratégies pour tirer avantage de ce potentiel de fluctuation-là. Donc, aussi, le fait de savoir s'il y a une date de publication, eh bien, peut-être qu'on peut mettre en place des stratégies pour tirer avantage de cette fluctuation potentielle des cours, dans les cours. Donc, par exemple, on sait tous que le marché peut réagir de 3 façons en tout temps, et plus particulièrement à la suite de la publication des résultats financiers. Bien, la réaction du marché, c'est soit que le titre va monter, le titre peut baisser, mais il peut faire du surplace également. Donc, si on anticipe que les prix fluctueront de manière importante, mais que nous ne savons pas dans quelle direction, par exemple, à ce moment-là, il est possible de mettre en place une stratégie qui nous permettra de tirer avantage d'une hausse ou d'une baisse importante. Il s'agit du straddle. Le straddle consiste à acheter simultanément une option d'achat et une option de vente de même prix de levée et d'échéance. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va acheter une option d'achat qui nous donne un potentiel de profit à la hausse et on va acheter aussi une option de vente qui nous donne un potentiel de profit à la baisse. Bien sûr, pour obtenir ce potentiel de profit dans les deux directions, donc soit à la hausse, soit à la baisse, on va payer
dans le fond, la prime du call et la prime du put. Donc, on va payer 2 primes. Et donc, le coût combiné va représenter la perte potentielle de cette stratégie. Mais si le titre fluctue beaucoup, au-delà du seuil d'équilibre, le seuil d'équilibre qui est calculé à partir du prix de levée qu'on va choisir, donc même prix de levée, même échéance, donc le call plus les 2 primes va nous donner un seuil d'équilibre. Donc, il faudra que le titre bondisse, donc fluctue, augmente d'un prix supérieur, fasse un bond supérieur au coût des 2 options qu'on aura payées. Et c'est la même chose à la baisse. Il faudra que le titre baisse d'une somme équivalente, en fait, plus grande que les 2 primes qu'on aura payées. Donc, ça, c'est le strada. On va voir un exemple sur alimentation couche-tard. Donc, on se trouve le 19 mars 2018. Couche-tard se négocie à 63,71 $. Et donc, on va prendre l'échéance du 23 mars. Il y a une échéance du 23 mars 2018. On va prendre cette échéance-là. Le prix de levée, 63,50, c'est le prix de levée le plus près du prix du titre. Donc, on aurait pu prendre les 64. 63, c'est le prix le plus 63,50, c'est le prix le plus près. L'option d'achat vaut 92 cents et l'option de vente, 72. Le coût total, 1,64 $, ce qui veut dire que notre seuil d'équilibre, si on ajoute 1,64 $ à 63,50, c'est 65,14. Et le seuil d'équilibre inférieur, puisque le titre doit baisser d'une somme équivalente à 1,64 $, eh bien, c'est 61,86 $. Donc, 61,86 $ et 65,14 si le titre se maintient entre les deux, et présentement, le titre se négocie à 63,71 $, eh bien, on sera dans une situation perdante. Mais on ne peut pas perdre plus que 1,64 $ par action ou 164 $ par contrat. On ne peut pas perdre plus que ça. Cependant, on a un potentiel de profit important si le titre augmente fortement au-delà des seuils d'équilibre. Allons voir ce qui va se produire suite à la publication des résultats financiers le 20 mars. Donc ici, le 20 mars, j'ai pris les données de fermeture. Donc, après la publication des résultats financiers, le marché a négocié et a terminé. Et j'ai pris les prix de fermeture le 20 mars. Donc, on était à 63,71. Le titre a clôturé à 59,60 le 20 mars 2018. Donc, notre option d'achat ne vaut plus rien, mais nos options de vente valent 3,90 $ par action. Et nous, on a payé pour l'ensemble des 2 positions, des calls et des puts, 1,64 $. Et on peut revendre la position à 3,90 $. Et donc, on a ici un profit de 226 $ par contrat. Donc, 2,26 $ par action. Sur le contrat, on a un profit de 226 $. Donc, le titre ayant fluctué de manière satisfaisante, ça nous permet de dégager un profit. Donc, si on avait anticipé que le titre était pour fluctuer, on était pour avoir une surprise, à la hausse ou à la baisse sur les résultats, eh bien, ici, on aurait fait un profit de 226 $. Mais on l'aura deviné, si on avait anticipé que les cours étaient pour demeurer stables, à ce moment-là, on aurait eu une perte. Si le titre était demeuré stable, eh bien, la valeur des options d'achat et de vente aurait diminué. On n'aurait peut-être pas perdu 100 % de la prime, mais la valeur des options aurait diminué et on aurait eu une perte. Donc, si on anticipe le contraire, l'inverse, donc ici, on anticipait que le marché était pour fluctuer, eh bien, à ce moment-là, on aurait pu prendre une position inverse, c'est-à-dire qu'on aurait pu, au lieu d'acheter une option d'achat et d'acheter une option de vente, on aurait pu vendre l'option d'achat et l'option de vente. Et là, donc, on aurait eu un tableau inversé, c'est-à-dire que la partie en rouge ici, on l'aurait au-dessus comme ça ici. Donc, on aurait une partie en vert. Donc, cette partie-là deviendrait en vert. Donc, on fait un revirement tout simplement horizontal et la partie profit se retrouverait sous l'axe des X et on aurait une partie de perte. Donc, on aurait tout simplement le profil inverse de profit. Donc, si on anticipe plutôt que les résultats
seront tels que estimés par le marché, par exemple, et ça sort exactement comme on le pensait. Les cours devraient demeurer stables. Et à ce moment-là, le fait de vendre les options d'achat et les options de vente nous permettrait de faire un profit. Donc, selon nos anticipations, on va prendre des positions sur la date d'échéance. Donc, on sera en mesure de déterminer quel genre de position on peut prendre. Donc, c'est à nous d'évaluer la situation et de ensuite établir la stratégie qui va correspondre à notre objectif. Mais le fait de connaître la date de publication, ça peut nous orienter sur certaines stratégies à mettre en place. Maintenant, le prochain point, c'est la date du dividende. Ça aussi, c'est important de savoir s'il y aura un versement de dividende durant la vie de notre option. Donc, on veut savoir si un dividende sera versé parce que ça peut avoir un impact sur notre stratégie, notre position. Donc, surtout, si on a établi la vente d'options d'achat couvertes, qui consiste à vendre des options d'achat contre les actions qu'on détient dans notre portefeuille. Donc, lorsqu'on détient des actions dans notre portefeuille, et on peut vendre des options d'achat, c'est-à-dire mettre nos actions en vente, se faire payer pour vendre nos actions si jamais le prix des actions augmente au-dessus du prix de levée, eh bien, on va se faire payer, on va recevoir une prime pour mettre nos actions en vente. Mais parfois, on établit la vente d'options d'achat couvertes tout simplement parce qu'on veut aller chercher une prime supplémentaire, un revenu supplémentaire dans notre portefeuille, et on se dit que ça va s'ajouter aux dividendes qu'on va recevoir sur le titre. Mais il ne faut pas oublier que s'il y a un dividende qui est versé avant la date ou très près, avant la date d'échéance, eh bien, il est possible que le détenteur, nous, on va vendre l'option, donc celui qui va l'acheter, le détenteur, il est possible qu'il exerce son droit d'acheter les actions pour aller chercher ce dividende avant l'échéance et nous, on va perdre notre titre, perdre le dividende. Donc, c'est un élément à connaître, à tenir compte dans l'établissement de notre stratégie. Donc, regardez ici ce qu'on voit à l'écran. On a une échéance et on a le versement d'un dividende qui se fera un peu avant l'échéance. Et donc, si l'option d'achat, on sait que la prime d'une option est constituée à la fois de la valeur intrinsèque et d'une valeur temps. Donc, la valeur temps, c'est la partie de la prime qui est liée au temps à courir jusqu'à l'échéance. Et donc, lorsqu'on arrive à la date du dividende, si la valeur temps restante, donc la valeur temps jusqu'à l'échéance, est inférieure au dividende qu'on va recevoir, et ça, bien sûr, il faut que l'option soit en jeu, qu'il y ait une valeur intrinsèque positive pour qu'il y ait un intérêt à exercer l'option d'achat, eh bien, si la valeur temps de cette option-là est inférieure à la valeur du dividende, eh bien, le détenteur va avoir intérêt à laisser aller. Donc, si je prends un exemple, on a 25 cents de valeur temps à courir et que le dividende à être versé, c'est 50 cents. Vous voyez que je vais laisser aller 25 cents de valeur dans le prix de l'option. Je vais mettre fin à la vie du contrat. Donc, l'échéance va se trouver tout simplement à être devancée à la date du dividende. On va mettre fin à la vie du contrat en exerçant. Donc, je vais laisser aller le 25 cents pour aller chercher le 50 cents de dividende. Et nous, si on a vendu l'option d'achat, on va perdre notre titre à la date du dividende. Donc, il faudra savoir si cette situation est possible. Lorsqu'on arrive à la veille du versement du dividende, on va évaluer notre stratégie, notre position. Et si on voit qu'on va perdre notre titre et qu'on ne veut pas le perdre, on va tout simplement racheter notre option, l'option d'achat qu'on aura vendue, fermer la position pour pouvoir conserver le titre et recevoir le dividende qu'on convoitait. Ça serait important. Donc, il est possible qu'on perde le titre, donc il faut faire attention pour savoir quand le dividende est versé, s'il est versé à l'intérieur de la vie de notre option. C'est donc un élément à prendre en considération lorsqu'on va établir notre stratégie. Donc, où trouver l'information sur les dividendes? C'est important de savoir. Eh bien, vous pouvez aller sur le site de TMX Money, donc TMX Argent, donc à l'adresse que vous voyez à l'écran, et obtenir, donc vous tapez le symbole de l'option,
vous allez obtenir la cote du titre, les graphiques, des nouvelles, donc des informations sur la société. Il y a donc beaucoup d'onglets qui vont vous permettre d'avoir de l'information sur le titre sur lequel vous voulez avoir de l'information. Et donc, il y a un onglet dividendes. En cliquant sur cet onglet-là, vous allez avoir donc une fenêtre qui va s'ouvrir et vous allez avoir de l'information sur le montant, par exemple ici, sur Canadian Tire. On a un montant de 90 cents de dividendes par action qui est versé. Et la prochaine date du dividende, c'est le 27 avril. Donc, on voit, au moment où j'ai pris l'information, il restait 10 jours à courir. Et le versement, donc la date ex-dividende, c'est la date à laquelle les actionnaires enregistrés au livre vont recevoir le dividende et le dividende sera versé plus tard. Donc, ici, par exemple, le 1er juin 2018. Donc, on a de l'information et on a aussi l'historique du versement des dividendes. Donc, c'est l'information qui est intéressante pour voir donc l'historique de l'augmentation ou la croissance des dividendes de l'entreprise. Et ça nous donne aussi la date du prochain dividende. Et parfois, donc, un titre, la date n'est pas encore connue. À ce moment-là, bon, on se tient au courant, on regarde régulièrement s'il y aura publication, quand la date sera publiée pour pouvoir en tenir compte dans notre position. Donc, c'est un élément important à prendre en considération également. Et donc, c'est une erreur à éviter, c'est-à-dire de ne pas tenir compte de cette date de dividende. Maintenant, au niveau de la date d'échéance, c'est un point important également. Donc, de choisir la date d'échéance, il ne faut pas seulement choisir une option en fonction de son prix, par exemple. Il faut savoir choisir la date d'échéance en fonction de notre objectif, donc lorsqu'on va établir la stratégie qu'on va mettre en place. Donc, comme on l'a vu précédemment dans les thèmes traitant de la publication des résultats financiers, on a vu qu'on a choisi l'échéance du 23 mars 2018. Et ça, c'est l'échéance qui était la plus près de la date de publication du 20 mars. Donc, dans cet événement-là, en particulier, il faut faire attention. Il faut bien choisir sa date d'échéance. Il était inutile. Donc, le résultat financier était publié donc à une certaine date et on avait le choix entre plusieurs échéances. Eh bien, comme ma stratégie portait sur la réaction du marché à la date de publication des résultats financiers, il était inutile pour moi d'aller choisir une échéance de 2 mois, de 6 mois. Donc ici, j'ai choisi la date d'échéance la plus près, qui venait immédiatement après la publication des résultats financiers. Et donc, le résultat financier était publié le 20 mars. Il y avait une échéance du 23 mars. J'ai choisi le 23 mars. S'il y avait eu une échéance du 20 mars, donc de la journée même, j'aurais choisi l'échéance du 20 mars. Parce que je savais que je ne voulais pas garder la position plus longtemps. Il ne me servait à rien de payer pour de la valeur temps qui s'étendrait au-delà de l'utilité de la stratégie. Ça, c'est important de prendre ça en considération. Quel est l'objectif visé? Donc, plus mon objectif est important, donc par exemple, si je choisis de prendre une position parce que j'anticipe une variation de prix de plus ou moins 20 à la hausse ou à la baisse, et que je choisis une échéance d'1 mois. Vous voyez que là, je ne mets pas les chances de mon côté. Donc, il faut que la date d'échéance soit en lien avec mon objectif. Je peux gagner au gros lot, bien sûr. Je peux dire hey, le titre va fluctuer de 20 demain. Et donc, je mets tous mes œufs dans le même panier. J'achète une option d'achat. Je me dis, si j'ai raison, je vais vraiment toucher le gros lot. Mais je risque aussi de tout perdre. Donc, vous voyez que c'est un compromis entre le risque que je prends et par rapport au gain que j'espère obtenir. Donc, par exemple, une échéance d'1 mois, bien, si j'ai un objectif de variation de plus ou moins 5
bah, c'est réaliste. Peut-être que je devrais prendre 2 mois si je veux être plus sécure. Ça, c'est à moi de décider, mais on va prendre une échéance qui va être en lien avec mon objectif. C'est bien important d'aligner tout ça ensemble. Si on veut se protéger pendant une certaine période, par exemple, donc obtenir une protection ponctuelle, donc j'anticipe ou je crains pendant une certaine période que le titre puisse baisser. On est dans on commence à voir que le marché semble s'arrêter un petit peu, donc il y a des points d'inflexion qui se précisent sur les graphiques, par exemple. Donc, on se dit, j'aimerais avoir une protection pendant un certain temps, mais je vais choisir, je vais payer le moins cher possible aussi, mais ça va être en lien avec la durée de la protection que je veux obtenir. Euh, Bon, je peux obtenir une protection ponctuelle sur 2 mois, une protection à long terme sur 6 mois, mais là, il faut faire attention. Donc, il y a un coût lié à l'acquisition de cette protection-là. C'est un coût d'assurance. Si on vise une variation de plus ou moins 10 2 mois, c'est peut-être bien, peut-être que c'est pas assez. Donc, on peut peut-être prendre entre 2 mois et 6 mois. 20 et plus de fluctuations. Ben, je pense que 6 mois et plus, ça pourrait être un bon choix d'échéance. Donc, c'est à nous de déterminer, mais c'est un élément à prendre en considération. Il ne faut pas faire l'erreur de ne pas porter attention à la date d'échéance. C'est bien, bien, bien important. Et donc, une option à court terme, l'avantage lorsqu'on prend une option à court terme, c'est que la prime, elle est plus faible. Donc, ça nous permet d'aller chercher un effet de levier qui est plus grand. Donc, si notre scénario se se réalise à court terme, on est mieux de choisir l'option à plus court terme. Ça va nous permettre d'être plus efficient, de maximiser le résultat obtenu. Mais on a moins de marge de manœuvre. Alors que pour l'option à long terme, la prime est plus élevée, l'effet de levier est moins grand, mais on a une plus grande marge de manœuvre. Et donc, ça sera le compromis entre la marge de manœuvre qu'on veut obtenir en fonction du gain espéré sur la stratégie. Bon, voilà pour le choix de la date d'échéance. Une erreur qui est souvent faite, c'est la surprotection. Donc, il faut faire attention avec ça parce que les options sont des outils qui peuvent être utilisés de plusieurs façons. On peut les utiliser comme des outils de protection, on le sait, soit pour se couvrir en réduisant les risques ou tout simplement pour moduler notre exposition au risque du marché au niveau désiré. Bien, on peut aussi les utiliser pour prendre des positions directionnelles. Donc, on peut vouloir tirer avantage d'une hausse ou d'une baisse ou tout simplement prendre des positions neutres parce qu'on pense que le titre va faire du surplace pendant un certain temps. Mais on peut aussi également utiliser les options pour générer des revenus supplémentaires, donc en vendant soit des options d'achat ou en vendant des options de vente pour tirer avantage de l'érosion de la valeur temps et de la prime, réaliser un revenu en vendant par la prime qu'on aura vendue, qu'on aura reçue. Donc, lorsqu'on les utilise pour se couvrir, bien là, il faut tenir compte d'un facteur important de la prime de l'option et c'est l'érosion de la valeur temps. Donc, lorsqu'on se couvre, si on passe notre temps à se couvrir, et donc si on fait appel à la surprotection de nos positions, on va subir ce qu'on appelle l'érosion de la valeur temps. Donc ici, vous voyez un petit rappel là, pour ceux qui ont vu l'introduction aux options. Une option d'achat ici de 9 mois vaut plus qu'une option d'achat de 3 mois, vaut plus qu'une option d'achat d'1 mois. Et on a ici le profil de profits et pertes de cette option à l'échéance, c'est-à-dire sa valeur intrinsèque. Donc, il n'y a plus de valeur temps à l'échéance. Et donc, la valeur de l'option, c'est exactement la différence entre le prix du titre et le prix de levée. Donc, c'est le maximum entre cette différence-là et 0. Donc, pour notre option de 9 mois, eh bien, ça ici, c'est notre valeur intrinsèque. Donc, l'excédent de la valeur intrinsèque, ça se trouve à être la valeur temps de l'option. Et donc, la valeur temps de l'option, pour une option de 9 mois, on s'attend à perdre 100 de cette valeur temps-là jusqu'à l'échéance. Donc, quand j'achète une option, il y a une chose que je sais avec certitude, c'est que je vais perdre 100 de cette valeur temps-là. Donc, je vais perdre
une partie de la prime que j'ai payée pour cette option. Et cette prime-là, eh bien, c'est une érosion, mais qui n'est pas linéaire, c'est-à-dire qu'elle ne s'écoule pas en ligne droite, mais elle est plutôt, l'érosion, c'est logarithmique, c'est-à-dire que euh, l'érosion se fait, elle est très faible au début, puis elle s'accélère plus on s'approche de l'échéance. On peut le constater en prenant notre option de 9 mois. On constate qu'après 6 mois, donc les 2 tiers de la vie de l'option, et on n'a pas perdu les 2 tiers de la prime, on a perdu seulement 50 de la prime. Et ensuite, lorsqu'on prend l'option de 3 mois, après une érosion de 2 mois, on voit encore une fois qu'on n'a pas perdu les 2 tiers de la prime, on a perdu 50 Il en va ainsi jusqu'à l'échéance. Et donc, on va tenir compte de cette érosion-là lorsqu'on va établir nos stratégies, mais on sait qu'on va subir cette perte-là, et c'est ça qui est important dans ce cas-ci. Lorsqu'on va se protéger, on sait qu'on va perdre cette valeur temps-là. Donc, examinons un exemple de surprotection et à quel point la surprotection peut avoir un effet néfaste sur le rendement de nos titres. Donc, lorsqu'on achète des options à des fins de protection, on parle principalement d'options de vente dans la majorité des cas. On va prendre un exemple ici, on va se protéger avec des options de vente. Il est possible de se protéger également contre des fluctuations à la hausse avec des options d'achat, mais on va se concentrer sur les options de vente dans ce cas-ci. Donc, le coût de cette option de vente-là qu'on va acheter, ça va venir réduire le rendement de l'actif qu'on veut protéger. Donc, il y a une prime d'assurance qu'on paye qui vient réduire le rendement. Donc, lorsque la protection est mise en place de manière ponctuelle dans un but bien précis, tel que pour reporter la vente de nos actions dans une autre année fiscale, par exemple, ou pour protéger des profits après une hausse importante, ce coût représente ni plus ni moins qu'une police d'assurance temporaire qui peut être justifiée. Ce coût-là, on peut le justifier, le raisonner en disant, j'ai fait un 20 de profit, donc là, pendant un certain temps, je veux me protéger, puis je vais voir ce que le marché va faire avant de décider si je vais vendre mes actions. C'est justifié. Cependant, lorsqu'on investit dans les actions, nécessairement, ça implique de prendre un certain risque. Et donc, si on veut réaliser le rendement moyen du marché, bien, il faut qu'on soit prêt à subir également les pertes qui viennent avec. Donc, on ne peut pas espérer réaliser les rendements moyens du marché en étant couvert à temps plein. Ça, c'est sûr et certain. Donc, si on va avoir le rendement du marché, puisque c'est pour ça qu'on investit dans les actions, c'est pour obtenir le rendement moyen du marché, ou plus, le battre. Eh bien, si on passe notre temps à se couvrir, c'est sûr et certain qu'on va perdre une partie du rendement. On n'atteindra pas le rendement moyen du marché. Donc, on va prendre l'exemple suivant sur les actions de chemin de fer canadien-Pacifique. Sur la période du 16 mai 2017 au 17 avril 2018, on va comparer une protection ponctuelle à une protection continuelle. Donc ici, vous voyez que donc, dans le tableau qui suit, là, vous pouvez suivre l'évolution des transactions qui ont été effectuées pour obtenir les résultats que je vous montre sur le tableau. Vous pourrez le consulter avec le PDF que vous pourrez demander et recevoir. Donc, ce que j'ai fait, c'est que pendant la période ponctuelle, je me suis protégé durant cette période-là avec des options de vente. Donc, si on anticipe, par exemple, si on avait un bon profit, on anticipe une baisse potentielle et on veut se protéger pendant une certaine période, eh bien, dans ce cas-ci, ça réussit. C'est-à-dire que si on détient le titre de CP durant la période du 16 mai au 18 août 2017, on a perdu 10,67 de la valeur de notre placement. Mais avec l'achat des options de vente, on a réussi à réduire cette perte-là à 5,68 Donc, c'est mission accomplie. Et pendant une certaine période, on est prêt à payer pour justement avoir l'opportunité de réduire notre perte. Ça, c'est une protection ponctuelle. J'ai pris la même période et donc, à partir du moment du 16 mai jusqu'au 17 avril, eh bien, appliquons l'achat d'options de vente sur cette période-là. Donc, on y va. Pendant toute cette période-là, j'ai renouvelé les options de vente au fur et à mesure qu'elles venaient à échéance et on obtient un rendement sur le titre sous-jacent de 5,28
Mais regardez le coût de cette protection-là. Ça nous coûte de 3,57 que ça nous a coûté de rendement. Donc, c'est important de prendre ça en considération. Donc, si on veut constamment être protégé, bien, il y a un coût face à ça. Et donc, la surprotection, c'est une erreur qu'il faut éviter. Donc, si on n'est pas prêt à prendre le risque du marché dans un portefeuille d'actions, eh bien, il vaut mieux probablement de ne pas investir. Donc, c'est important là, de bien réaliser que la surprotection va être néfaste au rendement de notre portefeuille. Mais encore plus, regardez, supposons qu'on commence au début d'un marché, le marché haussier, et on se protège durant toute cette poussée-là. Eh bien, le titre CP a augmenté de 17,86 et le coût de la protection, on a perdu pratiquement 10 de rendement. Vous voyez? Donc, il y a un coût énorme à se protéger en tout temps. Et donc, il faut bien tenir compte de ça dans notre évaluation et donc être très, très parcimonieux avec la mise en place de la couverture. Et donc, faire bien nos analyses et essayer de déterminer les meilleurs moments où on pourrait vouloir se protéger, mais sur de courtes périodes pour payer le moins cher possible au niveau de notre protection. Et ça nous permet d'aller chercher le temps, de dégager le temps nécessaire pour réévaluer ce qu'on veut faire avec la position. Donc, à ce moment-là, il faut faire attention à ça. Donc, vous pourrez consulter le tableau que vous voyez à l'écran. Il y a aussi l'utilisation téméraire de l'effet de levier qui peut être un point, une erreur qu'on fait souvent, et c'est une erreur que j'ai faite à répétition. Lorsque j'ai commencé dans les options, je n'ai pas commencé comme professionnel, j'ai commencé comme investisseur. Eh bien, l'effet de levier, quand j'étais tout jeune étudiant, disons que j'y allais à fond de train, puisqu'on mettait tous mes œufs dans le même panier pour essayer de gagner. Donc, on gagnait parfois, mais on perdait. Puis finalement, le risque de ruine, j'ai connu ce que c'était assez rapidement. Donc, l'utilisation téméraire de l'effet de levier, il faut faire attention à ça. Et on sait que l'effet de levier, eh bien, c'est la capacité de contrôler un actif financier avec un petit pourcentage de cet actif. Donc, par exemple, il est possible d'acheter une maison avec seulement 20 de mise de fonds. On a ainsi la possibilité de réaliser un rendement équivalent à 5 fois celui de l'actif lui-même. C'est-à-dire que si je mets seulement 20 eh bien, je vais aller chercher le rendement sur 100 de l'actif, mais seulement avec 20 donc, je vais multiplier par 5 le rendement potentiel du capital que j'ai utilisé. Donc, prenons, par exemple, une maison d'une valeur de 300 000 Donc, avec une mise de fonds de 20 on peut acquérir cette résidence avec seulement 60 000 Supposons que la valeur de la maison augmente de 60 000 au cours de l'année, donc pour atteindre 360 000 eh bien, ça nous fait un rendement de 20 mais pour nous, c'est un gain de 100 On a augmenté de 60 000 de valeur sur notre investissement de 60 000 donc c'est un gain de 100 L'inverse est aussi vrai, c'est-à-dire qu'une baisse de 60 000 représente une perte de 20 dans la valeur de la maison, mais pour nous, c'est une perte de 60 000 donc on a perdu en fait la valeur de notre capital de base, on a perdu 60 000 Donc, comme on peut le voir, l'effet de levier, c'est un couteau à deux tranchants. Et donc, les options, de par leur faible coût relatif à la valeur sous-jacente, procurent un effet de levier qui est très, très, très important. Et on peut être tentant de justement utiliser à outrance, de manière téméraire, l'effet de levier que nous procurent les options. Et à cet égard, on va prendre un exemple sur les actions de CP. Donc, du 16 mai au 21 juillet 2017, donc le titre est durant cette période-là, elle valait 214,23 pour chuter jusqu'à 203,28 jusqu'à l'échéance du 21 juillet 2017. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris, par exemple, un investissement de 21 423 qu'on aurait pu faire dans CP, qui correspond à 100 actions de CP à ce moment-là. Eh bien, on aurait pu acheter 36 contrats d'options d'achat qui viennent à échéance en juillet, donc le 21 juillet 2017, les options d'achat 215
aurait pu nous coûter 5,90 $ par action. On aurait pu en acheter 36 contrats. Donc, si on avait mis tous nos œufs dans le même panier, on aurait pu acheter 36 contrats d'options d'achat. Mais on peut penser que le titre va monter, mais on peut penser que le titre va baisser également. Donc, on peut acheter les options d'achat, les juillet 215 à 6,65 $ par action. Puis, on aurait pu en acheter, dans le fond, 32 contrats pour une valeur de tout près de 21 423 $. Donc, l'effet de levier, c'est ça. C'est-à-dire que l'utilisation téméraire de l'effet de levier, c'est mettre tous ses œufs dans le même panier en espérant faire un gain. Donc, dans ce cas-ci, le gain vient du fait que le titre a baissé. Et donc, ce sont les puts qui ont gagné. Donc, nos puts qui sont partis de 6,65 $ en valent maintenant 11,72 $. On a fait un gain de 5,07 $ par action pour un gain de 76 %. Donc, si on gagne, c'est fantastique. On va chercher notre profit, rendement de 76 %. Mais l'inverse, c'est que si on avait choisi les options d'achat, bien, on aurait perdu 100 % de la prime. Donc, faire bien attention, c'est souvent tentant. On pense parfois qu'on a une bonne analyse entre nos mains et on est pas mal plus sûr que ce que les probabilités de réussite peuvent démontrer. Souvent, on est surconfiant dans nos analyses. On se dit, tiens, je pense que j'ai raison, le titre va vraiment monter. Il va continuer à monter, puis là, je vais mettre tous mes œufs dans le même panier. C'est une erreur à éviter. Et je pense qu'on est tous dans le même bain, on a tous fait cette erreur-là. Donc, l'utilisation téméraire de l'effet de levier, quelque chose à éviter, même si ça peut être tentant si on pense qu'on va avoir raison. Et finalement, les ordres au marché, c'est souvent quelque chose qu'on est tenté de faire. Donc, il est fréquent dans le marché des actions qu'on utilise les ordres au marché. Et donc, c'est une habitude qu'on peut mettre en place. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas une bonne habitude de le faire sur le marché des actions, mais c'est quelque chose qu'on a l'habitude de faire, donc qui est possible de faire. Donc, généralement, le marché des actions offre une liquidité qui permet d'utiliser ce type d'ordre dans le marché des actions. Cependant, l'inconvénient avec les ordres au marché, c'est qu'il arrive parfois que la liquidité disparaisse comme par magie. Ça arrive. Donc, à l'occasion, il nous arrive d'expérimenter ce qu'on appelle en anglais les flash crash. Donc, celui le plus célèbre, c'est celui de mai 2010, où le marché en général a baissé de 10 % en 20 minutes. Et là, donc, tout d'un coup, les ordres ont disparu. Les ordres du carnet des ordres ont tout simplement disparu. Donc, durant des épisodes comme ceux-là, le carnet des ordres qui est habituellement bien rempli, se vide instantanément. Un investisseur qui a le malheur de placer un ordre à ce moment-là, peut voir son exécution à un prix qui serait loin de lui convenir. Donc, il y a toujours ce danger-là que quelque chose comme ça puisse arriver. Donc, des pertes importantes pourraient en résulter. Dans le marché des options, la liquidité totale, elle est répartie sur l'ensemble de toutes les séries d'options inscrites à la cote. Et donc, c'est la différence, parce que sur le marché des actions, eh bien, on n'a qu'un seul prix à négocier, c'est le prix de l'action lui-même, alors que pour les options, on a une multitude de prix associés au titre sous-jacent. Et donc, toute la liquidité, elle est divisée par ce grand nombre d'options inscrites à la cote. Donc, la majorité des ordres du carnet des options sont de premier niveau. C'est-à-dire que ce qu'on voit, c'est à peu près, c'est ça la liquidité. Ce qu'on voit à l'écran, souvent, il n'y a pas de profondeur dans le carnet des ordres. Donc, ce sont les cours acheteurs et vendeurs. Il n'y a presque pas de profondeur en arrière. Et s'il y en a, les prix peuvent être assez distants du cours acheteur, du cours vendeur. Donc, un ordre au marché qui serait placé sur une option et qui dépasserait la quantité affichée pourrait ne pas rencontrer d'autres ordres, pourrait être exécuté ou pourrait l'être à un prix qui serait déraisonnable, et même dans des circonstances de marché normaux. Donc, il n'est pas par conséquent recommandé de placer d'ordre au marché sur les options et dans bien des cas, il est même impossible de le faire. Donc, les ordres au marché, il faut faire attention. Donc, il faut être prudent aussi sur le marché des actions, mais encore plus prudent
sur les options parce qu'il y a peu ou pas de profondeur dans le marché des options. Ça ne veut pas dire que les options ne sont pas liquides, mais ce que ça veut dire, c'est qu'il faut prendre, on ne peut pas envoyer des ordres au marché comme ça. Et donc, il faut gérer un peu plus les ordres, l'exécution de nos ordres lorsqu'on les envoie sur le marché des options en général. Donc, voilà qui conclut. Donc, ce qu'on a vu dans le cadre de ce webinaire, eh bien, c'est qu'il faut tout d'abord avoir un plan. C'est important d'avoir un plan en place, c'est-à-dire qu'il y a 3 étapes dans ce plan-là. L'analyse, c'est-à-dire le processus décisionnel. Ensuite, la gestion des risques et la gestion du capital, extrêmement important. Et ensuite, tous les aspects à prendre en considération lorsqu'on négocie des options. Eh bien, j'espère que ça pourra vous être utile. Je vous invite à consulter le site de la Bourse de Montréal à l'adresse que vous voyez à l'écran. Donc, sur l'onglet Éducation, vous pourrez y trouver des capsules, des vidéos et des séminaires qui sont en archive, des guides et des stratégies, un bulletin d'options des investisseurs, un blog sur les options, donc qui s'appelle Les options sacompte.ca, auquel j'ai le plaisir de contribuer sur une base mensuelle, calculateur d'options et simulateur de négociation. Donc, au niveau du simulateur de négociation, si vous voulez tester vos stratégies avant de les mettre en place pour vrai sur le marché, c'est l'outil idéal. Et aussi des idées de négociation, c'est-à-dire le logiciel Options Play que la bourse met à votre disposition. Donc, vous pouvez tester là, pendant un certain temps pour voir si ce logiciel-là vous intéresse et donc qui vous donne un profil technique sur un titre, le titre que vous voulez, et aussi qui vous offre plusieurs idées de négociation. Donc, sur ce, ça m'a fait plaisir d'être avec vous. On va prendre le temps de répondre à vos questions si vous en avez. Ça va nous faire plaisir de le faire. Mon nom est Martin Noël et au nom de la Bourse de Montréal, m'a fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Si vous avez d'autres questions ensuite qui vous viennent dans les prochains jours, eh bien, vous pouvez nous les poser. Ça nous fera plaisir d'y répondre. Et sur ce, je vous souhaite une excellente fin de journée.